Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Neige, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation de la Maison de la Poésie pour parler de La Realidad, ce nouveau livre qui vient de paraître chez POL. La Realidad, pas facile de le résumer ni de le qualifier. C'est un livre de voyage, c'est un récit d'apprentissage. Dans le cours du livre, vous parlez d'une étrange chronique de l'exil aussi. En tout cas, La Realidad, c'est un lieu. D'abord un lieu. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Si vous l'avez lu, vous voyez, c'est un village au Chiapas que la narratrice et une de ses amies ont entrepris de rejoindre. Et on va se rendre compte au fil du livre que autour de ce terme, autour de ce mot, La Realidad, vous réfléchissez, vous développez, vous racontez bien d'autres choses. Neige, vous allez commencer par nous lire un passage du début de La Realidad. Bonsoir. Donc je vais lire un petit passage qui est à la fin du premier chapitre. Et ce premier chapitre raconte avec beaucoup de détails un premier voyage que j'ai fait avec une amie dont j'ai changé le nom, mais c'est quand même de la non-fiction, ça raconte un vrai truc, quoi. Cette amie et moi, on a essayé d'atteindre ce lieu qui s'appelle La Realidad parce qu'on pensait que s'y trouvait le sous-commandant Marcos. Et il y a eu beaucoup d'obstacles sur notre route. Et voici donc la fin du premier chapitre. On a attendu les taxis collectifs jusqu'au lever du soleil. Quelques personnes sont arrivées. On leur a demandé l'heure. Elles ont voulu savoir si on voulait connaître l'heure de la campagne ou l'heure de la ville. Et on ne savait que répondre puisque ce qu'on voulait vraiment savoir n'était pas l'heure. Pas l'heure qu'il était, mais plutôt si on allait pouvoir trouver enfin un taxi pour La Realidad et à quel moment on allait pouvoir y monter. Si ça valait vraiment la peine au fond, si La Realidad n'allait pas se révéler être un village hostile comme celui-ci, plein d'énigmes et de menaces, de gens mal intentionnés ou indifférents, d'eau trouble, de peur, de tristesse. Je n'osais pas dire à Maga que j'en avais marre de notre aventure chiapanèque, que s'il ne tenait qu'à moi, on pouvait repartir. Tous ces petits obstacles accumulés devenaient pour moi un ensemble de signes convergents qui donnaient raison à mon intuition. À quoi bon insister pour aller connaître les zapatistes si leur lutte nous était étrangère ? Pourquoi aller chercher des problèmes alors qu'on savait depuis le début que de toute façon, on ne pouvait les aider en rien ? Nous n'avons rien d'utile à leur apporter. On aurait pu apprendre quelque chose d'eux, certes, mais cela me semblait un manque de respect et de politesse que d'aller leur demander de l'attention et du temps alors qu'on n'avait rien à leur donner en échange, à part nos 2 livres de théorie marxiste, alors qu'on venait sans projet, sans proposition précise. Je n'osais pas formuler mes doutes à haute voix parce que je connaissais la réponse de Maga à l'avance, les raisonnements qu'elle m'opposerait, son obstination. C'est pourquoi j'ai été surprise quand le premier taxi est arrivé et qu'on a compris qu'il n'allait pas plus loin et retournait à San Cristobal, de l'entendre dire « Allez, ça suffit, on s'en va. » « Tu es sûre ?» j'ai demandé. « Écoute, Necha, je viens de parler au chauffeur. Il m'a dit que le taxi qui va à La Realidad est déjà parti ce matin, à 6 heures, depuis un autre endroit, à la sortie du village. Donc, on a 2 options. Soit on arrive à trouver d'autres gens pour remplir un taxi privé et ils nous emmènent, soit on attend le taxi de demain matin. Et qui nous dit qu'il y aura un taxi demain matin ? Et à quelle heure ? Et où ? Je laisse tomber, j'abdique, un point c'est tout. » À ce moment-là, j'ai pensé à une blague en espagnol, ce qui démontre que j'étais en train de progresser dans la maîtrise de la langue. Mais après réflexion, je l'ai ravalée. J'allais lui proposer d'y aller à dos d'âne, puisque l'animal était apparu de nouveau et était encore en train de nous regarder. De toute façon, mon amie n'aurait pas trouvé ça drôle. Elle l'aurait peut-être interprété comme une preuve de mon manque de sérieux, de mon manque de foi en notre projet d'aller connaître Marcos et de mon absence de compassion devant l'échec de notre tentative.
Nous sommes rentrés à Comitane en silence, écrasés entre d'autres passagers à l'arrière d'une voiture au siège défoncé, et le trajet nous parut bien plus rapide qu'à l'aller. Et ce fut tout. Les choses se sont passées plus ou moins comme je les ai racontées ici. J'ai oublié quelques détails et j'en ai sans doute fabriqué quelques autres. Ce qui est certain, c'est que nous ne sommes jamais arrivés à la realidad. Comment ne pas prendre cela comme un présage, une prophétie, un signe, un message ? Au fil des ans, cette constatation se rappelle à moi, cette idée que nous n'y sommes pas arrivés, que nous n'irons peut-être jamais à la realidad. Et si on considère ce qui est advenu par la suite, le cours accidenté de nos destinées, le message est encore plus empli de mystère. Il revient encore et encore, comme le fameux petit âne, le petit âne absurde à la croisée des chemins. Merci beaucoup, Neige. Ce livre, Neige, je me souviens que la première fois que je vous ai rencontré et interviewé, donc il y a 1 an et demi, c'était avant la sortie de Triste Tigre, vous m'aviez, je crois, évoqué ce livre en me disant que on voit, enfin les gens qui l'ont lu voient, c'est très clair comment il débouche sur l'écriture de Triste Tigre, mais là, c'était pas tellement de cela dont il était question, c'était la façon dont ce livre vous avait permis de trouver une voie narrative, cette voie où la narration et la réflexion se mêlent, qui est la voix de ce livre, qui est aussi d'une certaine manière la voix de Triste Tigre. Elle vient d'où cette voix ? Comment elle s'est, voilà, comment vous l'avez, je ne sais pas comment dire, comment vous l'avez construite, comment vous l'avez inventée, imaginée. Il faut préciser qu'en fait ce livre, vous l'avez écrit en espagnol et que vous l'avez traduit par la suite. Je ne sais pas si ça compte. Je me souviens bien de cette interview et je me souviens que j'avais pataugé un peu parce que je voulais pas répondre n'importe quoi. Je ne sais pas exactement quelle était votre question, mais vous m'avez questionné sur la forme, sur comment j'avais choisi d'écrire à la première personne, comment cette forme ou de Triste Tigre, où j'écris donc mon histoire personnelle à la première personne, en faisant en même temps intervenir des facettes de cette première personne qui est à la fois l'enfant que j'étais, la femme que je suis devenue, la lectrice. Et donc, je me souviens que j'avais voulu vous raconter comment ça s'était passé, mais vous ne connaissiez pas ce livre-là. Et que je commençais à me lancer dans une explication très longue, parce que ça vient de très loin, en fait. C'est assez curieux, la cuisine littéraire. Parce que souvent, moi, j'ai des projets, j'ai des désirs de livres, et ça change en cours de route. Et là, c'est ce qui s'est produit. C'est-à-dire que j'avais cette anecdote-là de ne pas parvenir à atteindre un village qui s'appelle La Réalité avec ma copine. C'est une anecdote sur laquelle j'ai écrit depuis que ça m'est arrivé. C'est en 2003. C'était sur un plateau. Une histoire comme ça, quand ça vous arrive, c'est tellement énorme l'envie d'écrire sur ça. Et donc ça, c'est... Je m'en suis servie de différentes façons et je gardais ça quelque part. Et j'avais envie, je pensais que j'allais écrire un essai, un espèce d'essai littéraire où j'allais faire intervenir des livres pour réfléchir sur cette perception très étrange qu'était pour moi être une étrangère, une Française, quelqu'un qui a grandi en Europe et qui arrive dans un pays comme le Mexique qui a été colonisé par une puissance européenne. Qu'est-ce que c'est, comment fonctionne ce décalage sur 20 ans, puisque j'ai habité 19 ans au Mexique. Donc, je voulais essayer d'analyser cette conscience de la présence de la colonisation dans l'histoire, dans la vie, dans les relations quotidiennes qui existent au Mexique, mais aussi à l'intérieur de moi. Et essayer de réfléchir sur comment
comment faire pour décoloniser son esprit, comment faire pour être consciente de toutes ces choses-là. Donc je voulais parler de l'exil, je voulais parler de ce que c'est qu'être un étranger, je voulais parler de ça d'une façon très personnelle, mais avec un angle très politique, un angle de... je ne peux pas appeler ça décolonial parce que je n'ai pas eu assez de lecture, mais en tout cas un désir de faire apparaître tout ça. Et j'avais vraiment l'idée au début que j'allais faire ça de façon... un peu universitaire, mais comme j'ai fait d'autres fois, j'ai fait des essais universitaires qui sont accessibles et lisibles par des gens qui ne sont pas universitaires, et comme je fais dans Triste Tigre aussi, faire appel à l'intelligence de mon lecteur et lui présenter des textes que j'ai lus, des textes qui m'ont fait réfléchir, tout ça, mais je ne pensais pas le faire à la première personne au début, je pensais le faire comme on fait quand on écrit un essai, en étant un petit peu extérieur et en parlant, même des fois quand on est universitaire, on emploie la première personne du pluriel. C'est assez bizarre quand on y pense. Hein. Mais bon, dans la critique littéraire aussi, des fois on dit nous avons fait une interview avec Nechtino. En vérité, c'est Nathalie Chrome qui a fait une interview avec moi, mais on a ces espèces d'habitudes qui, ce nous-là, il rend l'observateur transparent, soi-disant. Et donc, je m'étais pas posé la question avec quel pronom je vais employer, mais je pensais pouvoir le faire d'une manière relativement transparente et j'étais intéressée par mon objet. Et je me suis rendu compte très vite que cette transparence-là, elle n'est pas honnête. Elle n'était pas honnête par rapport à ce que je voulais faire. Puisque cette transparence-là, c'est la transparence de l'observateur européen. Cette transparence-là, c'est aussi quelque chose qui est construit. C'est aussi quelque chose de très blanc. C'est aussi quelque chose de très présomptueux, d'une certaine façon, d'imaginer qu'on peut être transparent. Et donc, j'ai dû changer d'avis. Et je me suis dit, si je veux vraiment aller au bout de ce projet, il faut que je le fasse en situant ma perspective. Et en disant d'où je parle, pour observer ces choses. D'où je parle, qu'est-ce qui se passe dans cette tête? Comment cette tête transforme, déforme, interprète les choses qui lui arrivent? Comment, en cherchant à parler des autres, je ne peux pas parler directement des autres? C'est toujours par une transition, par soi, par la culture qu'on a, par le langage qu'on a. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée à l'idée, je vais le faire à la première personne. Et là, tout d'un coup, plein de choses qui étaient déjà dans d'autres travaux sont devenues disponibles à moi, dont cette histoire-là de ce voyage avec cette copine. Et c'est là qu'a pris forme le projet, comme un mélange entre cet essai que je souhaitais faire, et que je ne fais pas du coup, et c'est ce récit de voyage qui est un vrai récit de voyage. Du coup, je raconte vraiment des voyages, mais en même temps, c'est un récit de voyage qui est traversé par plein de choses qui cassent la structure traditionnelle du récit de voyage. Je raconte 4 voyages, en fait, dans le livre. À chaque fois, je vais dans ce coin-là, le coin de la Realidad, et j'y arrive jamais, en plus. Chaque fois, ce sont 4 voyages différents, où j'ai l'impression que je m'approche un petit peu plus de ce que je cherche, sans l'atteindre jamais, parce qu'évidemment, on n'atteint jamais dans la vie les objectifs qu'on s'est fixés, ou si on les atteint, en tout cas, c'est jamais ce qu'on attendait. Donc, il y a toujours une réflexion un peu existentielle comme ça. Donc, c'est 4 voyages au Chiapas, sur un certain nombre d'années qui sont racontées par une première personne, par moi, mais c'est pas le même moi. Au bout de 20 ans passés au Mexique, avec la métamorphose de l'apprentissage de la langue majoritaire au Mexique qui est l'espagnol, mais bien sûr que c'est un drôle de voyage, c'est un voyage dans le temps aussi. On voit l'évolution je veux dire la narratrice, puisque c'est pas toujours le même vous. En tout cas, on perçoit que son rapport au pays change, que son rapport à la réalité problématique se modifie également. Mais pour revenir sur ce que vous disiez de ce regard étranger sur une réalité et le droit ou non de
vous interrogez même le droit de nommer en fait de nommer les choses. Vous dites que nommer c'est un geste d'appropriation et en même temps écrire c'est forcément mettre des mots sur les choses. Donc vous êtes en écrivant au cœur d'un paradoxe ou d'un dilemme en permanence. Il y a une grande ambiguïté dans la démarche d'écriture. Je pense que aussi j'ai hérité de ces questionnements. Luc Clésio, qui est un des auteurs qui revient beaucoup dans ce livre, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup questionné sur la légitimité de celui qui écrit. Il raconte dans son discours du Nobel qu'il avait l'ambition, ou en tout cas le désir, d'écrire pour ceux qui n'ont pas la parole, d'écrire pour ceux qui ne vont pas le lire, d'écrire à la place des arbres, des oiseaux, des rivières, des animaux. Donc c'est une espèce d'ambition très grande, mais aussi de désir de ne pas être enfermé dans le monde du livre, de sortir du livre, d'aller vers la vie. Donc il y a tout un héritage comme ça. D'ailleurs, la première phrase du livre, pour moi, elle retrace ça. Donc, c'est peut-être très cryptique. La première phrase, c'est « Ça a commencé par une histoire de livres. Moi, je ne voulais pas les prendre, mais Maga a tellement insisté que j'ai fini par céder. » Ça a commencé par une histoire de livres. En fait, pour moi, ça renvoie à la première phrase du Voyage au bout de la nuit, qui est « Ça a commencé comme ça. Moi, je voulais pas y aller, c'est mon copain qui m'a emmené. » Mais cette phrase du Voyage au bout de la nuit, c'est déjà une parodie qui est de rendre prosaïque au commencement était le verbe. Donc il y a tout un héritage comme ça d'un questionnement sur un certain rapport au langage et une certaine... je ne voudrais pas dire nécessairement la haine de soi, mais quand même, dans la littérature occidentale, qui est ma formation, qui est mon héritage, il y a quelque chose d'étrange dans ce rapport avec le verbe, ce rapport avec la nomination, ce rapport avec le récit. J'ai une conscience très grande que nommer peut être émancipateur, c'est une chose dont je parle beaucoup dans Triste Tigre, que quand j'ai pu mettre des mots sur ce qui m'était arrivé, c'est devenu émancipateur, mais il y a toujours un danger. Il y a toujours un danger quand on se permet, et quand on écrit, on est obligé de se permettre, on marche toujours sur les pieds de quelqu'un, en fait. On est toujours dans quelque chose de très prométhéen, on crée. Mais en créant, on efface aussi le silence de ceux qui n'ont pas cette parole-là. Ou en tout cas, voilà, il y a cette relation très, très bizarre avec le langage qui est toujours présente chez moi, qui est toujours paradoxale, contradictoire. Et là, en l'occurrence, effectivement, je crois que l'endroit où c'est le plus important dans ce livre, puisque c'est un livre sur l'altérité, puisque c'est ce voyage-là, ce qui m'attire surtout au Mexique, quand j'arrive au Mexique et quand je découvre ce pays très étranger, ce qui m'attire le plus, ce sont les Indiens, les autochtones du Mexique, les peuples originaires, que je ne sais pas comment nommer, qui sont très différemment, bien plus que les métis qui ont une culture plus européenne, qui parlent espagnol. Je suis attirée par l'altérité, par ces gens qui représentent pour moi quelque chose de complètement autre. Et je me rends compte que cette attirance est quand même étrange. Comment est-ce qu'elle se justifie? Et comment est-ce que je vais en parler? Parce que rien que de parler des Indiens, des indigènes, des autochtones, des peuples premiers, des natifs, je ne sais pas comment en parler. Parce qu'eux-mêmes n'emploient aucun de ces mots. Donc en choisissant un mot, en nommant, il y a une violence qui s'exerce. Et je ne peux pas faire autrement, c'est comme ça. Et en même temps, c'est quelque chose qui me coûte. Je ne veux pas être dans un rapport de violence avec le monde. Je voudrais
ne pas être dans un rapport de violence. Je voudrais que mon texte ne soit pas une offense pour ces gens dont j'ai envie de parler, parce qu'en plus de ça, ce que je souhaite dire dans ce livre, c'est quand même tout ce que m'a apporté la communication avec ces gens, ces femmes surtout, mais des gens en général, qui ont un autre héritage de pensée et au contact de qui j'ai changé dans le temps. Ce voyage dans le temps, là, c'est un voyage existentiel où j'essaie de parler. Alors, c'est un roman de formation au sens où j'ai envie de raconter ce qu'ils m'ont apporté. Mais comment je vais parler de ça? Comment je vais faire ça? Eh ben, je ne sais pas. Donc, pareil que dans Tristotique, j'essaie de faire participer mon lecteur, ma lectrice, pour observer de très près ces dilemmes qui se posent là. Et donc, j'interroge, je me sers notamment d'écrits que j'ai trouvé très intéressants d'une essayiste latino-américaine, Yasnaya Aguilar Gil, qui a aussi, elle est d'origine miché. Son peuple, c'est un peuple dans la forêt, la vallée de Oaxaca. Et elle a fait des études en espagnol, donc elle est bilingue. Et elle a questionné beaucoup cette notion d'indigène, qui est le mot indigena, c'est le mot qu'on emploie en général au Mexique pour parler des autochtones, des gens d'origine indienne, dont la langue maternelle n'est pas l'espagnol. Il y a une 60aine de langues différentes originaires au Mexique qui sont encore parlées aujourd'hui, certaines plus que d'autres, il y en a qui disparaissent, etc. Mais elle, ce qu'elle dit, c'est que ce mot indigène, qui réunit toutes ces ethnies, toutes ces langues, dans chacune de ces langues, de ces ethnies, les gens se désignent par leur appartenance ethnique. Il dit « je suis Miché, je suis Purépecha, je suis Maya, je suis Tzotzil, Tzetal, Tojolabal, Chol ». Chacun se perçoit et parle de son identité en parlant de son... Personne ne dit « je suis indigène ». Le mot « indigène », c'est un mot qui a été mis de l'extérieur comme le mot « indien » et qui est problématique parce qu'il désigne des gens qui sont mexicains mais qui ne sont pas exactement mexicains comme les autres. Et c'est donc un mot qui provient d'un héritage colonial et qui est un mot qui exclut ces gens de leur propre pays. Donc c'est très problématique. Et le mot indien, évidemment, le mot indien, c'est très compliqué. En espagnol, indio, c'est une insulte, parce que ça vient de Christophe Colomb qui croyait aller en Inde, et puis il n'arrive pas en Inde, et il continue quand même à appeler les gens qu'il a vus là, sans distinction, des Indiens. Et c'est devenu aussi, de par la réalité socioculturelle et une injustice très grande qu'il y a dans les pays d'Amérique latine, et notamment au Mexique, qui fait que les peuples autochtones sont victimes de racisme à l'intérieur de leur propre pays. Et donc appeler quelqu'un indien, indio, c'est méprisant. Ça a été utilisé pendant longtemps pour renforcer une injustice qui de toute façon est structurelle et est déjà là. Donc c'est vraiment compliqué. Et en même temps, les mots autochtones, natifs, peuple premier, c'est des concepts qui viennent aussi d'une tentative théorique de trouver des formes le plus justes, mais qui n'ont pas été intégrées par les gens. Donc, en fait, il n'y a jamais de mots parfaits. Il n'y a jamais de mots vraiment justes. Et on tâtonne, et on tâtonne. Et c'est vrai que moi, ça m'intéresse quand je me rends compte de ça, quand je me rends compte que je suis un endroit trouble où la linguistique devient politique, où le fait de ne pas trouver de mots, ça désigne une réalité problématique. C'est pas seulement une question de langue, de linguistique, ou que bien sûr ça m'intéresse la linguistique et tout ça, mais le moment où ça m'intéresse, c'est où ça reflète des paradoxes qui sont dans la société et qui révèlent quelque chose de très vivant et de très complexe. Pardon, c'est très long, mais à chaque fois, en fait, ce qui se passe en fait dans ma réflexion, dans ma façon
voyager à l'intérieur de ces questions, c'est que j'essaie de mélanger tout ça avec du récit. Donc j'essaie que ce soit pas soporifique et que ce soit pas... il faut vraiment que ça vienne dans une nécessité du récit. Et donc cette réflexion-là sur Indien, indigène, tout ça, elle vient j'essaie de l'amener dans... je crois que le livre est quand même très narratif. Il est aussi un récit de voyage, où on se laisse quand même trimballer volontiers, je pense, à certains moments, dans qu'est-ce qui va leur arriver à ces deux filles dans leurs aventures un peu à la Bolagno, un peu des filles un peu qui se lancent à l'aventure dans un endroit dangereux, à la recherche d'une certaine liberté. Et donc, voilà, j'essaie de mélanger les registres, parce que... je trouve que c'est très riche. Je ne pense pas que j'aurais pu écrire pas simplement, c'est pas simple, mais un récit de voyage à l'ancienne. Je pense que c'était non seulement pour la question de l'héritage colonial et tout ça, mais aussi parce que ça me fascine de mélanger des genres, de mélanger des structures, de tisser un récit à plusieurs niveaux. C'est pas du tout soporifique, ni quand on vous lit, ni quand on vous écoute, je crois, Neige Smido. J'ai toujours peur de... c'est pour ça aussi que je suis très cruelle envers moi-même quand je travaille. Et dès que ça pourrait le devenir, à la relecture, je vais à la machette. Je suis assez exigeante, je pense, dans cet aspect-là où le rythme est très important pour moi. Donc, oui, je suis d'accord, je ne pense pas que ça soit soporifique. J'ai fait en tout cas en sorte même à certains moments, de sacrifier des trucs qui me tenaient à cœur pour le bien du livre, pour le bien d'une... Puisque le lecteur voyage, là, c'est mon compagnon, ma compagne de voyage, ce voyage... J'ai envie qu'on soit dans un mouvement, constant. Mais le partage de ces réflexions sur la langue, sur le mot juste, sur l'appropriation, sur la domination, tout comme par moments, on a l'impression que vous partagez aussi des sortes de doutes sur le récit lui-même, sur où il va. Tout ça aussi, ça crée de l'intimité pour le lecteur. En fait, je ne sais pas si vous, ce processus, on a l'impression qu'on vous voit réfléchir, on vous voit écrire, on vous voit douter. Je ne sais pas quelle est la spontanéité et la recréation de cela, mais ça crée clairement de l'intimité avec le lecteur. Je ne l'avais pas compris tout de suite. Au début, dans ce livre-là, je croyais que c'était des digressions. C'était plutôt sous cette forme-là que je le voyais. Et donc, puisque c'est des digressions, et qu'on en a besoin, et qu'on ne peut pas faire l'économie des digressions, je les ai rendues plus visibles par des parenthèses, par des remarques aussi. Désolée, là, il faut que je fasse un détour, mais vous allez voir, je ne le fais pas pour rien. Et du coup, dans Triste Tigre, effectivement, puisque j'avais vécu l'écriture j'avais compris différemment en fait l'importance capitale de ces détours, et j'avais plus besoin de m'excuser. Mais là, dans la réalité, surtout au début, je m'excuse un peu. Je m'excuse, pas exactement que je m'excuse, parce que mais en tout cas, il y a un jeu avec le lecteur de jusqu'où je vais aller dans la digression et jusqu'où vous allez me suivre. Jusqu'où vous allez me suivre. Et même, j'avais le projet, j'avais l'idée que ce lecteur, cette lectrice qui accepte de faire ce jeu, de faire ce voyage, à un moment donné du livre, j'aimerais qu'il se sente perdu et qu'il ne sache pas où il va. J'aimerais que ce contrat de lecture qui est proposé quand même je pense quand même assez clairement, que moi-même je raconte un voyage où je ne sais pas où je vais, je voudrais que ça soit mimétisé, je voudrais que ça soit reproduit aussi dans l'expérience de lecture.
Ça l'est, d'autant plus que vous, par exemple, à un moment donné, vous écrivez ceci, c'est après avoir parlé de Antonin Artaud, de son voyage au Mexique et de ses expériences mexicaines, et de Le Clésieux, vous écrivez « Où est-ce que je veux en venir? Où est-ce que je vais? Si je dis que je ne le sais pas, ce que je veux dire, c'est que je ne comprends pas très bien moi-même le chemin que je prends pour y arriver. » Et c'est aussi une manière de nous demander de vous suivre, même si vous ne savez pas où vous allez arriver. Oui, parce que je sais qu'il faut que je fasse ces digressions. Je sais, il y a un endroit où je veux aller. Le livre commence, enfin pour moi, le projet du livre commence quand même par la fin. Il commence par la fin, par ce dernier voyage que je fais dans une région proche de la Realidad. Je vais là, je sais que je vais à ce 4e voyage. Mais pour y aller, je ne peux pas y aller tout de suite. Et donc, il y a effectivement une partie du chemin que je ne suis pas complètement... je ne maîtrise pas complètement la digression, mais je sais où je vais. Je sais qu'il faut que je raconte plusieurs choses pour que ce que j'aurai à raconter à la fin du livre soit entendu comme j'ai besoin que ce soit entendu. Et donc, il faut que je parte dans tous les sens. Il faut que je parte dans l'autobiographie pour raconter, pour situer qui parle. Il faut que je parte dans le passé pour faire une espèce de contexte, soit personnel, soit historique. Il faut que je parte dans des petites analyses linguistiques. Il faut que je parte dans certains endroits. Et tous ces chemins-là vont quelque part. En tout cas, pour moi, pour la conception du livre, tous ces chemins finissent par se croiser et mener quelque part. L'endroit où vous allez, c'est un lieu qui s'appelle le Caracol de Morelia. Pardon pour ma prononciation. C'est un endroit où donc, puisque c'est vers là que vous voulez aller, où on va avec vous et où on rencontre donc des communautés zapatistes, des femmes, des hommes, des communautés zapatistes. Vous voulez nous lire un autre moment de la Realidad où il est question de ces communautés? Est-ce que j'explique un peu ou je lis comme ça? Allez-y, comme vous voulez. Parce que du coup, c'est 4 voyages. Ce premier voyage que je raconte à la Realidad, c'est ma copine qui veut y aller. Moi, je ne veux pas y aller. Comme dans Voyage au bout de la nuit, c'est ma copine qui prend toutes les décisions et moi, je ne veux pas y aller. Parce que j'ai peur, je pense. Il y a un côté un peu comme ça. Et surtout, je ne comprends pas ce que j'aurais à faire là. Et au fur et à mesure du livre, ça change complètement. Parce que non seulement j'ai appris la langue, mais aussi je suis invitée. Et c'est pas du tout pareil que de débarquer avec ma copine le premier voyage qu'on fait, où on est vraiment comme des intruses. Les autres voyages, je vais avec un groupe de personnes militantes dans des communautés zapatistes qui organisent souvent des rencontres, des moments où elles décident de recevoir des gens de l'extérieur pour soit des échanges, soit des fêtes, soit des conférences, des réflexions sur la politique, sur le mouvement. Et la première fois qu'on a été invités, c'était en 2013, où les zapatistes ont créé cet événement qu'ils ont appelé la petite école zapatiste, où ils ont invité des gens de la société civile à venir voir et à venir comprendre ce qu'ils faisaient, comment ils construisaient leur autonomie dans les villages en rébellion. Ce sont des villages sur un territoire assez grand, hein. C'est un territoire aussi grand que la Belgique, le Chiapas, donc c'est très grand. C'est très complexe parce qu'il y a plusieurs langues différentes qui sont parlées, mais ils sont organisés de façon collective et ils ont décidé de lutter contre un État corrompu
qui les a maintenus pendant des siècles dans la pauvreté, et de prendre en main leur destin et de créer une forme de démocratie participative très particulière, organisée autour de la culture de la terre. C'est pour ça qu'ils se sont appelés zapatistes. Ils ont repris le slogan historique de Zapata, qui était un héros de la révolution mexicaine, 1910, qui était « la terre aux paysans ». La terre est à ceux qui la travaillent. Et eux, après, ils ont beaucoup, hein, c'est très simplifié là, mais bon, un des fondements principaux de leur mouvement, qui est un mouvement à la recherche de la justice, l'égalité, la démocratie, la liberté, l'éducation pour tous, c'est vraiment un mouvement comme ça, populaire, organisé autour de la vie des paysans traditionnels du Chiapas, et donc la culture de la terre. Donc on a été invité à comprendre des choses très théoriques, très politiques, mais toujours en partant de l'expérience, en partant du réel, en partant de la terre. Donc à nouveau, il y a une réflexion pour moi dans le livre, cette quête, ma quête politique, mon apprentissage politique, c'est un apprentissage aussi qui déconstruit l'approche que j'ai eue jusqu'ici, d'avoir des idées qui m'arrivent d'en haut et de réaliser des idées qui m'arrivent d'en haut. L'approche zapatiste, c'est voir ce qu'on peut faire, et à partir de là, on va théoriser sur ce qui est possible de faire. Donc, on a été invité en 2013, et j'ai participé avec mon compagnon, ma fille et puis d'autres gens, à vivre pendant 3 jours dans des familles. Et ensuite, on était tous réunis, et il y avait on a reçu comme une espèce de formation pour comprendre comment ça fonctionnait chez eux, avec l'ambition d'échanger. Et si quelque chose de cette organisation de démocratie participative nous était utile pour nos propres luttes, de nous en servir et d'amener cette petite flamme chez nous et de la faire circuler. Bon, pardon, je me lance là, il faut que je lise. Donc je lis un petit bout de cette expérience-là. Ils font tout à la main. Ils n'ont pas de machine pour labourer les champs, ni d'appareil électroménager, évidemment, à part un petit frigo. Ils font tremper les grains de maïs dans un mélange d'eau de chaux, et le lendemain, il faut les moudre à la maison, chaque matin, avant le lever du soleil, pour avoir de quoi faire des tortillas les repas du jour. Avec un moulin manuel qu'on me laisse manier un moment avant de me remplacer par une jeune fille de 13 ou 14 ans bien plus efficace que moi. Elle a l'habitude, elle fait ça tous les matins. Et elle le fera jusqu'à ce qu'une sœur plus jeune prenne la relève. Ils produisent tout eux-mêmes, pratiquent le troc, n'achètent pratiquement rien. Du shampoing, du dentifrice, du coca. Une après-midi, nous allons à la rivière nous baigner. Oh, ça y est, j'ai perdu la page. Les femmes se baignent avec leurs habits et se lavent les cheveux dans la rivière. Encore une fois, pendant ce séjour, je pense à mon enfance. Je pense à mes sœurs. Aux soirées d'hiver où on se coiffait les unes les autres longuement après s'être lavé les cheveux dans une bassine en partageant l'eau chaude. Elles ont de très longues chevelures noires qui dansent dans l'eau comme des algues. J'ai pris un peu de démêlant, comme toujours quand je voyage, parce que mes cheveux s'en mêlent beaucoup quand je ne les peigne pas suffisamment et que je dors dans des bus ou des endroits comme ça. Elles n'en ont jamais utilisé. Je leur en donne un peu pour qu'elles essaient. Ça leur semble génial. Pour elles, je suis une visiteuse de la planète Mars, et elles s'intéressent aux objets que je porte avec moi. Le sac à dos, le couteau, le démêlant et mon Walkman. Comme quand Johnny est venu dans mon village, j'utilise d'une manière naturelle quelque chose qui à elles leur semble très moderne. Nous lavons le linge à la main, dans la rivière, avec de la lessive en poudre. On rit, on discute, et le temps s'en va au fil de l'eau. Il y a quelque chose de beau à s'appliquer à frotter des taches sur un tissu jusqu'à ce qu'elles disparaissent en papotant avec les amis. Une beauté simple que j'ai presque oubliée tellement c'est lointain,
qui me rappellent les travaux domestiques de mon passé. Tâches que j'ai haïes, auxquelles je n'ai donné de l'importance et de la valeur que très longtemps après. Mais je sais qu'elle préférerait avoir une machine à laver, comme j'en ai une moi-même, et ça me semble normal et légitime. Leur liberté a un prix, et c'est justement celui-là. Ne dépendre de personne, ni de rien d'autre que de leur travail, de leur effort, de leur volonté. Il ne s'agit pas de vivre en autarcie, car les zapatistes sont conscients de la nécessité des interdépendances. Il s'agit de conquérir sa propre liberté. La tierra es de quien la trabaja. La terre est à qui la travaille. Ce premier mot d'ordre du zapatisme historique. Terre et liberté. Je comprends comment dans leur quotidien, ils et elles ont conquis leur autonomie, à la force du poignet. Je comprends que l'autonomie n'est pas une façon de manier des concepts, c'est une culture, dans le sens profond que nous avons déjà évoqué, celui de l'effort pour cultiver la vie. Le matin suivant, nous allons chercher du bois. Il faut marcher assez longtemps car la forêt n'est pas proche de la maison. Nous coupons des branches à des arbres secs abattus. Nous faisons des tas avec notre bois. Afin de pouvoir les porter sur le dos, les femmes attachent tous les bouts de bois ensemble avec des cordes et des foulards. Nous chargeons les fagots et nous mettons en route. Il nous faudra faire une pause pour récupérer des forces et poser un peu à terre nos chargements qui nous scient les épaules. En reprenant notre souffle, nous regardons le paysage alentour, les montagnes silencieuses, d'un vert presque bleu. Quelques nuages chargés passent au loin, mais la pluie ne menace pas encore. Un grand oiseau solitaire vole en cercle au-dessus de nous. « Tu dois avoir une vie intéressante », me dit Maria. Et derrière ce commentaire, j'en entends d'autres qu'elle ne fait pas. Merci beaucoup. Est-ce que c'est pour parler du mouvement du livre et de sa dimension récit roman de formation, est-ce que c'est ça le mouvement que suit, la progression que réalise la narratrice? Vous en parliez tout à l'heure. Quelques pages avant celle-ci, il est écrit: on a beau être attiré par le monde des représentations, des images et des idées, il n'y a rien de tel que la réalité. C'est un mouvement vers quelque chose, vers la réalité. Si difficile soit-il de définir ce qu'est la réalité? Un peu, mais toujours quand même avec une conscience postmoderne. Le réel aussi y est trompeur. Le réel aussi es una estafa. Le réel, c'est aussi une erreur de croire que si j'arrivais à me débarrasser des concepts et d'être seulement dans la vie, j'arriverais là où je devrais être, je le sais. Donc c'est toujours quand même avec une conscience très, très grande de la vanité de toute quête. C'est là aussi, je pense, pour moi, la référence de Bolaño, elle est là. Les détectives sauvages, et ils n'arrivent pas. C'est toujours le voyage qui n'arrive pas à son but. C'est quelque chose qui est très important depuis toujours pour moi. L'idée que et c'est pas très grave, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut qu'on ait des objectifs, il faut qu'on croie qu'on va quelque part, mais la seule chose qui importe, c'est le présent. La seule chose qui importe, c'est le désir, c'est la projection de soi sur une route, c'est d'être là. Donc oui, je crois quand même que le livre essaie de montrer si j'apprends quelque chose, si cette narratrice apprend quelque chose, si elle change. C'est un roman de formation au sens où je ne suis pas la même à la fin du livre qu'au début du livre. C'est effectivement, en tout cas selon moi, c'est une hypothèse que je fais, un rapport différent avec la réalité. Un rapport différent avec le réel qui n'est plus
aussi inaccessible qu'il était au début. Et ce cheminement-là, je crois que cette fille que j'étais, elle y est conduite par le collectif. Par d'abord une relation d'amitié, donc je parle beaucoup de cette copine, parce que c'est... déjà, c'est une copine qui a beaucoup compté dans ma vie, mais pourquoi est-ce que je parle de cette copine ? Parce qu'elle est le premier maillon de cette chaîne qui me mène vers le collectif. Et à la fin, le dernier voyage que je raconte, c'est un voyage convoqué, où on est invité par un collectif de femmes, et où on se retrouve un très très grand nombre de femmes. Et je crois que ce rapport au réel qui change, il change parce que ma perception et mon droit à avoir accès au réel m'est donné, cette porte m'est ouverte par les autres. Par les autres, par l'amitié, par peut-être effectivement le militantisme, ou en tout cas un certain nombre de changements de perception dans un mode d'être qui n'est plus dans une solitude par rapport au monde. Là, il y a effectivement quelque chose quand même qui se produit. Ça ne veut pas dire que j'ai vu la Vierge ou que tout d'un coup, il y a une illumination et que ça y est, je sais où je vais. Ça reste plein de doutes jusqu'au bout. Mais quand même, quelque chose se produit. Et c'est un livre qui est plein de la joie de cet apprentissage aussi. Qui est empli... La joie est quand même plus grande que le doute. La joie d'avoir connu et fait l'expérience dans un corps, dans une vie, plus que intellectuellement, du collectif. Ça veut dire quoi, le collectif ? Ça veut dire que ma solitude et la solitude de toutes ces autres femmes qui nous ont invitées ont quelque chose en commun. Ça ne veut pas dire que je sors de ma solitude par rapport au monde et par rapport à la grande difficulté que j'ai d'appréhender, de trouver une place dans ce monde, mais je sais qu'elle est partagée. Et au début du livre, j'idéalise beaucoup les femmes indiennes et les femmes zapatistes, comme si, en étant des peuples originaires, qui étaient en contact avec la terre et tout ça, elles avaient un rapport plus facile avec le monde, une place qui était trouvée d'avance, puisqu'elles sont nées dans des communautés, tout ça. Puis en fait, je me rends compte que ce sont mes contemporaines et que je suis leur contemporaine et que nos problèmes sont pas si lointains les uns des autres et qu'on est tous dans ce monde-là avec la crise écologique qui nous touche tous de la même façon, ou en tout cas qui va nous toucher tous à un moment donné de façon très brutale. Enfin, donc il y a aussi une déconstruction de cette idéalisation que j'ai au début, je suis un peu dans cette posture-là je m'infériorise et j'aimerais apprendre de ces gens que je perçois comme dans une position un peu plus haut. Et à la fin du livre, l'apprentissage, il est aussi de me dire, mais cette hiérarchie-là, elle n'est pas efficace, elle n'est pas utile ni pour moi, ni pour personne, je pense. Parce que... Mais c'est aussi un apprentissage qui est fait dans l'expérience. C'est ça que j'essaie d'explorer dans ce livre. Et c'est pour ça que c'est pas évident. Là, dans le passage que je viens de lire, c'est toujours contrasté, en fait. Cette fille, quand elle me dit « ta vie doit être intéressante », elle aussi, elle m'idéalise. Elle aussi, elle n'est jamais sortie de son village. Et elle voit cette fille qui arrive d'une autre région, qui parle une autre langue, qui a fait des études en France. Et bien sûr, elle me fantasme de la même façon que moi, je fantasme sa vie à elle. Donc c'est toujours très, très contrasté. Dès que j'ai l'impression que j'atteins une conclusion, mais évidemment, je suis prise dans le mouvement de la vie et je me dois, en tout cas, la démarche du livre, elle est de faire apparaître toutes ces contradictions. Et pas nécessairement, tant pis, je les résous pas.
Il faut quand même parler de cette quatrième rencontre, ce quatrième voyage au Chiapas, puisque donc vous allez participer à une rencontre de femmes exclusive, à une rencontre non mixte de femmes en lutte. Et on vous voit, vous racontez pendant cette rencontre, et au terme de cette rencontre, on sent que vous allez écrire Triste Tigre. C'est une description de ce qui s'est passé, c'est une mise en récit avec, dans une forme qui rend les choses consécutives l'une de l'autre, où véritablement ce moment, cette rencontre des femmes en lutte a été complètement décisive. Complètement décisive, oui. Mais je le sais qu'a posteriori, évidemment, puisque j'ai écrit Triste Tigre après. Mais pas d'un moment à l'autre. En tout cas, quand j'ai écrit La Realidad, je l'écris en espagnol, à la fin du livre, je rentre dans un bus épuisé, vraiment épuisé complètement, et déçu. Et après une rencontre où pendant 3 jours, on était, je ne sais plus exactement combien, je suis mauvaise en chiffres, mais 5000 femmes, on va dire, à brasser des idées, à parler de la violence faite aux femmes au Mexique et ailleurs, de la violence faite aux femmes et aux enfants, de dénoncer, de raconter nos histoires, de nager là dans cette souffrance. On était quand même vraiment très nombreuses, et chacune d'entre nous avait vécu des violences, que ce soit personnellement ou mais bon, en fait, quand c'est son enfant qui est assassiné, c'est personnellement, quoi. Quand c'est sa sœur qui est violée, quand c'est sa grand-mère, voilà, on était tous impliqués, toutes impliquées personnellement dans une très grande souffrance, et je sors de là saoulée de tout ce langage et de toutes ces choses entendues, toutes ces horreurs qu'on a dites et qu'on s'est dites à nous-mêmes, et la décision que je prends, c'est, malgré tout, le langage, c'est ma seule option. C'est tout ce que je sais faire. Et on se promet de rester vivante, et on se promet de faire avec ce qu'on a pour sortir de là. Et moi, j'ai quoi ? C'est ça. Donc, malgré tout ça, malgré la sensation de l'impuissance du langage par rapport au réel, je prends cette décision-là. Au départ, la décision, c'est d'écrire quelque chose. Je ne sais pas exactement que ça va prendre la forme de Triste Tigre. Ça va prendre la forme de La Realidad, ça c'est sûr, puisque je finis au début aussi. Ça justifie aussi l'écriture de ce livre. Mais je pars avec la promesse, je me fais à moi-même la promesse que je vais écrire un livre sur les violences que j'ai subies. Et c'est une correction que j'ai faite, pas une correction, mais un ajout que j'ai ajouté à la fin du livre, des petits détails, une espèce de clin d'œil pour les lecteurs qui ont lu Triste Tigre, que ce soit très clair que oui, c'est le pont, il se fait à ce moment-là. Et parce que je crois que c'est vrai, je crois que ça s'est passé comme ça, et je crois que c'est toujours paradoxal les trucs qui nous arrivent. C'est-à-dire que parler de moi à la première personne, j'ai été conduite à faire ça par le collectif. J'étais autorisée à faire ça, je me suis autorisée à faire ça parce que j'ai été portée par cette notion que ma solitude était un reflet de celle de toutes ces autres femmes que j'ai entendues parler. Et moi, j'ai pas parlé. Je parle jamais très très rarement. Là, vous me voyez, blablabla. Mais quand on est dans une rencontre de femmes ou dans un groupe féministe, ou vous verrez, je me présente un peu. J'essaie de montrer un peu. Ce personnage, cette personne-là qui est moi,
je suis un peu passive, je suis toujours un peu en retrait, je prends jamais le micro. Même si j'ai des choses à dire, je participe pas, sauf si on me demande. Et qu'est-ce qu'on me demande de faire ? On me demande toujours de faire la même chose, de l'explication de texte. Donc je suis dans tous les groupes où je me retrouve, la fille qui va lire des livres et expliquer les livres aux autres. Où on reçoit des communiqués du commandant Marcos et c'est moi c'est ma petite mission et c'est là où je me sens à l'aise. Alors que je suis dans des groupes féministes où on parle des violences sexuelles qu'on a subies. Moi, j'en ai subi aussi. Mais je suis plus à l'aise en parlant des livres. Et donc, j'ai pas pris le micro, j'ai pas raconté mon histoire. Mais quelque chose s'est mis en place en moi qui me permet de comprendre que toutes les barrières intérieures qui m'empêchaient de raconter cette histoire, parce qu'il m'est arrivé dans l'expérience, dans la vie, avec ces rencontres que j'ai faites, elles ont sauté, ces barrières. Elles ont explosé. C'est un très beau livre, Neige Sino. C'est déjà la fin de cette rencontre. On n'y croit pas. Vous allez dédicacer pour qui voudra, dans le hall de la Maison de la Poésie. Merci infiniment à vous. Mais merci, je remercie beaucoup Nathalie. Merci aussi à vous. Merci d'être venue.